Donc, moi, mon nom c'est Lugun Chanting. Je suis psychologue ici dans la région. Ma spécialité, essentiellement, c'est le travail avec les victimes d'actes criminels et autres chocs post-traumatiques. Je travaille en pratique privée depuis près de 25 ans et en 2008, un peu sur un coup de tête avec mon conjoint, on a acheté une petite maison patrimoniale. On a beaucoup parlé de patrimoine hier et aujourd'hui à Danville et on l'a transformée en clinique. Donc, c'est une petite clinique. Actuellement, on est 3 psychologues et 2 ostéopathes à travailler là. Au cas où vous vous demandez comment peut survivre une clinique dans un village de 3000 habitants, ben, je peux vous dire qu'on est tous surbookés, puis que surtout depuis la COVID et les restrictions sanitaires, les psychologues on ne sait plus comment répondre à la demande. Et on limite vraiment nos interventions à la population locale. Même actuellement, on prend juste des gens de Danville sur notre liste d'attente, donc pour vous dire un peu. Je vais arrêter là pour tout de suite peut-être, parce que il y a un autre thème que je vais aborder, mais je vais le faire après la présentation de tout le monde, puis il y a une petite image qui va aller avec aussi, fait qu'on va attendre d'être rendu là. Fait que je vais laisser mes collègues se présenter. Oui. Jenny? Oui, bien, moi, c'est Jenny Barrette. Aujourd'hui, je représente le projet du Living Lab Charlevoix, sur lequel je travaille depuis à peu près 1 an et demi, mais sur lequel j'ai accompagné comme commissaire au développement de la ville de Baie-Saint-Paul, peut-être 1 an avant d'embarquer sur le projet directement. Donc, le Living Lab Charlevoix, c'est un lab en santé rurale. Donc, on est une chaire de recherche et d'innovation en médecine d'urgence. C'est le Dr Fleet qui est titulaire de cette chaire-là depuis plus de 10 ans et lui avait travaillé dans les urgences rurales au BC et avait fait une promesse à une patiente qui est décédée de faire tout en son possible pour protéger les soins de santé des citoyens en milieux ruraux. Quelques mois plus tard, il s'est fait offrir cette chaire-là qui est située à Chaudière-Appalaches, à Lévis, et il s'est mis à fouiller la littérature et il a découvert qu'il n'y avait pas de littérature, il n'y avait pas de recherche qui était faite sur les inégalités en milieux ruraux en santé. Et donc, il a mis ses équipes là-dessus et pendant 10 ans, ils ont étudié les 126 urgences rurales du Québec. Et au bout de ça, il est sorti un rapport quand même assez intense, comme le fait que les citoyens ruraux ont 20% de chances de plus de mourir d'un AVC que les gens en milieu urbain et 3,4 fois plus de chances de mourir d'un traumatisme, un accident, etc. Donc là, on le sait que ça prend 17 ans pour que 14% des recherches soient implantées et fassent une différence dans un milieu. Donc il s'est dit, c'est pas vrai que je vais faire toute ma vie de la recherche puis qu'il n'y aura pas de changements qui vont se faire. Et c'est de là qu'est née l'idée de créer un laboratoire vivant en santé. Donc, il rêvait d'un hôpital rural modèle pour être dans un milieu propice à l'innovation. Donc, c'est pour ça que Baie-Saint-Paul a été choisi. Il était déjà une région attractive. On avait un hôpital flambant neuf, technologique, etc. Et il y avait de l'attraction. On avait un médecin rural qui était très investi, très impliqué, il voulait y mettre de l'effort. Et on avait un maire qui était aussi très investi, qui avait, avant sa carrière de politicien, travaillé dans les hôpitaux. Et il avait vu, à travers les années, avec la centralisation des services, comment que les citoyens s'étaient détachés de leur hôpital. Et donc, a démarré cette grande idée-là de faire un laboratoire vivant. Et le Living Lab Charlevoix, aujourd'hui, a été démarré pendant la pandémie au tout début. Donc, on a créé un stage en leadership innovation où on apporte des étudiants en médecine à venir en milieu rural, découvrir c'est quoi la ruralité et travailler en design thinking pour essayer de travailler des innovations pour les implanter et après ça, pouvoir les étudier et les envoyer ailleurs dans le Québec.
On a aussi travaillé avec les 7 doigts de la main où on a créé un spectacle-conférence sur ce rapport-là. On n'a pas encore déployé. Notre rêve en ce moment, c'est de pouvoir partir en tournée avec ce spectacle-là. C'est un peu un Jamidro, donc où on traduit le rapport, mais dans un spectacle de cirque. Donc, notre rêve, c'est de pouvoir faire le tour des régions pour le présenter parce que c'est très impactant. En fait, quand on le voit, on réalise qu'on est tous à quelque part un citoyen de milieu rural, parce que même si on vit à Montréal ou à Québec, on fait nos vacances en milieu ruraux, on a de la famille là-bas, etc. Fait que c'est l'histoire de tout le monde. Et les petites municipalités, ben on le voit, là, monsieur nous a montré l'exemple que c'est toute l'attraction, c'est certains individus qui vont être des porteurs de projets. Donc, comment on se sert de ces cultures innovantes-là qu'on a en région pour apporter du changement dans le milieu de la santé. Donc, voilà, je pourrais revenir sur d'autres points tantôt. C'est passionné, un porteur de projet. Hein? Merci, Jenny. À toi. Bonjour, Éric Fournier. Je suis le directeur du service de développement à la MRC d'Abitibi-Ouest. Je me sens un peu un imposteur dans le sens où aujourd'hui, je suis le porte-parole d'un groupe de citoyens de chez nous qui porte à bout de bras le projet La Grande Séduction, c'est nous. Donc, je vais faire du mieux que je peux pour vous décrire l'initiative. Je sais qu'il y a beaucoup de gens au bout de la ligne qui participent en virtuel, qui nous regardent et qui ont bien hâte d'avoir la rétroaction des gens d'ici. En quelques mots, la MRC d'Abitibi-Ouest, juste pour vous localiser, c'est une MRC qui regroupe 21 municipalités et 21 000 habitants. On est en milieu rural. Pour vous suivre géographiquement, là, on est à la frontière entre l'Ontario et le nord du Québec. Dans le fond, la communauté, bon, économiquement, on dit agroforestière, mais comme le reste de l'Abitibi-Témiscamingue, l'industrie minière aussi est importante chez nous. Pour faire un retour avec les soins de santé, dans le fond, la préservation des services de soins de santé, c'est comme dans la plupart des milieux ruraux, je crois, éloigné, un défi qui est en place depuis plusieurs années. Occasionnellement, il y a des ruptures de services par le passé parce que soit il manquait des spécialistes, des médecins, on peut reculer loin pour avoir des épisodes de ce type-là. Par contre, ce qui a changé graduellement au cours des dernières années, c'est que les pénuries se sont fait sentir dans d'autres secteurs que seulement les services spécialisés. Graduellement, dans les dernières années, il y a eu des ruptures de services qui étaient liées au fait qu'il y avait un manque d'infirmières dans certains services. À chaque fois, la population s'est mobilisée et a demandé à ce qu'on remédie à la situation. Ce qui a été fait, c'est parfois quand même avec des ruptures de services de quand même assez longue durée. Par contre, il est arrivé un événement en octobre 2021 où on se relevait de la deuxième, troisième, je ne sais plus quelle vague de pandémie. Heureusement, chez nous, on n'avait pas été trop affectés à ce moment-là, mais on s'est quand même fait annoncer par le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue qu'il y aurait la fermeture de la moitié des lits de longue durée, de courte durée et fermeture du service de pédiatrie. Je vous dirais, la réaction a été très forte dans la population. Il y a eu une grande mobilisation, une marche en pleine pandémie avec, je ne sais plus combien je pense que c'est 200 ou 300 personnes qui se sont réunies dans les rues de la ville au mois d'octobre. Il n'y avait pas encore de neige, mais c'était pas une super belle journée, mais pour, dans le fond, se faire entendre puis avoir des explications. Dans le fond, les explications, c'est dur d'expliquer un peu une situation à 300 personnes. Donc, il y a eu un groupe de citoyens qui a demandé à rencontrer les gens du CIS pour avoir un peu un portrait de la situation et savoir un peu pourquoi ça nous arrivait. Fait qu'il y a eu cette rencontre-là. Le constat, c'est qu'on apprenait là qu'il manquait 40 des infirmières à l'hôpital, puis c'est ce qui avait amené les dirigeants là, à prendre la décision qui nous avait été annoncée. 40 infirmières, ce n'est pas un gros hôpital, là, mais 40 des infirmières, c'est quand même 65 personnes qu'il fallait recruter. Puis là, dans le fond, il y a eu un choix qui est un peu décisif dans la direction que cette situation-là a été prise. C'est que, dans le fond, les gens auraient pu continuer à essayer de mobiliser la population, puis crier, puis revendiquer, ou encore s'asseoir puis travailler conjointement avec les gens du CIS pour voir de quelle façon on peut amener des nouvelles solutions pour résoudre ce problème-là.
c'est le choix qui a été fait. Puis, en décembre, le comité de citoyens puis tous les partenaires du territoire ont pris une entente avec le CIS, un engagement écrit, où chacun s'est engagé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer l'attractivité du territoire, puis résoudre le problème de la pénurie de personnel. Fait que, une des premières initiatives qui a été mise en place, c'est dans le fond, c'est ce qui a amené le mouvement, le comité de citoyens est devenu la Grande Séduction, c'est nous. Puis la première initiative qui a été prise, c'était de faire une levée de fonds auprès de la communauté pour justement amasser des fonds pour faire différentes initiatives qui ne peuvent pas être faites à l'intérieur des cadres du réseau de la santé. L'initiative a été lancée en décembre avec un objectif initial de ramasser 500 000 $. Un mois après, il y avait 600 000 $ de ramassés dans la communauté. Puis aujourd'hui, même pas un an plus tard, on a 1 million de dollars qui a été ramassé dans une communauté de 21 000 personnes, faut-il le rappeler. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cet argent-là? Comme on dit, des fois, le petit plus qu'il faut pour justement attirer des gens, fait que ça a amené la mise en place d'un programme de bourse d'attractivité pour des infirmières qui veulent venir s'installer chez nous, la mise en place d'un programme de bourse d'études pour des jeunes de chez nous qui étudient en soins infirmiers pour pouvoir s'assurer qu'elles reviennent à la fin de leur formation. Parce que c'est aussi un des enjeux, il n'y a pas de formation en soins infirmiers sur notre territoire. Elle se donne dans la ville de Rouyn-Noranda, à 1 heure de chez nous. Puis on se rend compte que sur le peu de jeunes qui faisaient le choix d'aller étudier en soins infirmiers, la plupart restaient dans la ville où elles avaient suivi leur formation, soit parce qu'elles avaient trouvé un milieu de vie intéressant, ou soit parce qu'elles avaient trouvé un conjoint, ou peu importe la raison. Mais bref, le programme de bourse est là un petit peu pour favoriser l'attractivité. Mais il y a également, puis c'est un peu le projet là, qui a mobilisé beaucoup de gens dans les derniers mois, c'est que le CIS ont fait par le passé des activités de recrutement à l'international, puis il avait réussi à convaincre 19 infirmières d'Afrique du Sud de venir s'installer chez nous. Sauf que 19 infirmières qui arrivent avec leur famille, c'est 51 personnes. Trouver des logements, parce que la pénurie de logements, on en a parlé cet avant-midi, elle est également présente chez nous, la pénurie de logements. Trouver des soins, pas des soins, mais des services de garde. Là aussi, les services de garde, comme partout ailleurs, il n'y en a pas. Fait que dans les derniers mois, le comité de la Grande Séduction a mobilisé toute la communauté pour justement trouver des appartements pour ces personnes-là, trouver des meubles, trouver de la literie, trouver des services de garde. Fait que c'est vraiment tout un mouvement au-delà de ramasser de l'argent, il y a vraiment tout un mouvement justement d'entraide pour accueillir ces personnes-là puis qui arrivent dans les conditions les plus favorables pour travailler chez nous. Puis, de recherche de solutions. C'est ça. Puis, bref, un petit peu le pourquoi c'est moi qui est assis ici aujourd'hui et non les porteurs du projet, c'est que justement, cette semaine, on reçoit justement ces 19 familles-là. Ils arrivent cette semaine avec leur famille, puis dans le fond, c'est le branle-bas de combat chez nous. Tous les bénévoles sont réunis puis se mettent à la tâche pour justement faire en sorte que ce projet-là soit un succès. Il y a eu des initiatives similaires par le passé, puis le taux de rétention n'a pas été super bon. Donc, on essaie de mettre tout en place pour que dans 1 an, 3 ans, ces personnes-là aient trouvé chez nous un milieu de vie qui est super intéressant puis qu'on puisse les conserver. Fait qu'en gros, c'est un peu ça, la Grande Séduction, c'est nous. Puis on pourra tantôt là, répondre aux questions que ça adresse. Tous ceux qui doutaient que les gens en Abitibi-Ouest ne sont pas mobilisés, Éric vient de détruire tout ça. Là. J'aimerais ça vous entendre sur vous êtes motivés, vous êtes engagés, puis vous réussissez chacun à votre façon. C'est pas fini, hein, tout ça, il reste beaucoup de travail à faire, mais j'aimerais ça vous entendre sur les enjeux. L'enjeu qui vous interpelle le plus, celui qui vous réveille la nuit parfois, ça sourit, hein, vous avez tout de suite eu une idée en tête. Allez-y, parlez-moi de ça. Bon. Bien, Enzo, si tu veux... sais-tu? Non, c'est pas... Est-ce qu'on peut avoir l'image qui va parler? Je vais commencer à parler en attendant que j'espère que l'image va arriver. OK, c'est ça. Là, vous allez peut-être vous demander, mais quel rapport?
Alors, quand j'ai parlé à Claire et à David en Zoom là, sur le sommet ici, ça a été la question, c'est quoi l'enjeu qui t'allume en ce moment? Puis, un des enjeux, ou l'enjeu qui en ce moment m'allume vraiment, c'est la question du transport actif. Alors, quel rapport avec pourquoi un psychologue s'intéresse à ça? C'est que je travaille beaucoup avec les enfants et je suis un peu aux premières loges pour voir la détresse des enfants en ce moment. On parle d'un 15% des jeunes qui sont sous Ritalin ou autres psychostimulants. Il y a des recherches qui ont montré que 40% des élèves dans les écoles sont perçus par leurs enseignants comme hyperactifs. Donc, là, je me dis qu'on n'est plus face à un problème individuel ou familial qui se règle en allant chez le psy. On est vraiment face à un problème de société. Et aujourd'hui, on connaît très, très bien les facteurs de protection en santé mentale. Ce sont à peu près les mêmes pour un TDAH, anxiété, dépression. C'est pas mal les problèmes principaux qu'on retrouve chez les jeunes. Et c'est, en premier, l'exercice physique. Hein? Après ça, c'est le sentiment de sécurité, d'autonomie, le sentiment de faire partie aussi d'une communauté, la beauté de l'environnement aussi, la verdure. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que juste un arbre devant votre fenêtre, ça va contribuer à votre bien-être de façon significative. Les couleurs, ça a un impact sur notre bien-être aussi, donc l'art dans l'environnement. Alors de là, un peu mon intérêt pour... avec tout ça en tête, je vais vous inviter à regarder la première photo en haut à gauche. C'est un village typique du Québec. J'ai pris cette photo-là parce qu'il n'y avait pas... C'est en travaux, puis il n'y avait pas les lignes, fait qu'on voyait plus, ça frappait plus les proportions. On voit la rue, il y a au moins 4 autos côte à côte qui peuvent passer. À gauche, à droite, il n'y a aucun trottoir. À gauche, il y en a un, mais il y a peut-être 2 personnes minces qui peuvent se promener côte à côte. Dès qu'il y a une poussette, une marchette, ça ne marche plus, là. On ne peut plus marcher à 2. Donc, d'après moi, c'est un gros problème parce que les enfants ne peuvent plus se promener de façon autonome parce que les parents jugent qu'ils ne sont pas en sécurité, puis je les comprends un peu aussi. Alors, je me dis qu'on est vraiment rendu à devoir repenser l'aménagement de nos quartiers, de nos villages, en fonction des plus vulnérables. Puis, dans mon cas, je m'intéresse beaucoup aux enfants. Donc, les enfants, on sait que les enfants qui vont à l'école de façon autonome ont une meilleure estime de soi. On sait tout l'impact d'un sentiment d'autonomie, d'un sentiment d'un sens d'orientation qui se développe en se promenant tout seul, l'exercice physique. Donc, c'est un peu tout ça. Puis là, je m'intéresse à la fois aux choses très, très, très simples qu'on peut faire qui coûtent 3 fois rien, puis qu'on peut installer à peu près demain matin, qui sont des balises au milieu d'une rue. C'est très efficace. Les études montrent que c'est à peu près les choses les plus efficaces pour ralentir le trafic. C'est soit une silhouette d'enfant ou une autre balise au milieu de la route. Pas sur le côté quelque part où on ne la voit pas, au milieu de la route. C'est super efficace, puis ça ne coûte rien. Et l'hiver, on peut l'enlever facilement pour le transport, parce que c'est souvent les arguments qui reviennent. Oui, mais l'hiver, le déneigement, tout ça. Alors, après ça, évidemment, moi, je rêve un peu plus de plus que ça. Je rêve vraiment qu'on donne aux villages et aux villes, qu'on donne la place aux enfants, aux familles, aux aînés, avec des trottoirs qui seraient plus larges que les rues, ou les rues pour tous, où les gens, les piétons, les cyclistes sont prioritaires, puis les autos, ils passent, mais tout doucement. À part de ça, évidemment, il y a des initiatives temporaires, comme on voit là, au milieu, c'est à Gatineau, c'est des journées de jeux dans la rue.
on voit que la rue n'est pas du tout faite pour les gens, il n'y a même pas de trottoir, il n'y a rien, mais avec des initiatives comme ça, au moins il y a des moments où les familles peuvent s'approprier les rues. Il y a les artistes qui peuvent intervenir pour rendre, de façon très simple ici encore, là, ça ne demande pas un aménagement qui coûte des millions, là, c'est juste un petit travail d'artiste. Et puis des initiatives comme ça s'est fait hier à l'école secondaire ici à Val-des-Sources, une journée où ils ont encouragé le personnel et les élèves à venir à l'école sans moteur, donc à pied, en vélo, en trottinette, en ce qu'ils voulaient. Et ça a quand même, malgré la température, ça a quand même eu un peu un succès. Il y a eu, donc en arrivant, ils recevaient un chocolat chaud. Puis il y a quelques profs qui sont partis de coins un peu plus éloignés pour accompagner les élèves qui avaient plus envie d'être accompagnés, donc à partir de Danville, qui est à 6 km à peu près de l'école. Donc des choses comme ça. Donc c'est des initiatives qui pour moi sont des initiatives temporaires en attendant qu'on transforme nos villages et nos quartiers pour donner la place aux enfants. Merci, Hildegunde. Qui va prendre la suite? Je peux enchérir sur la suite. Dans le fond, la question, c'est qu'est-ce qui nous empêche de dormir? On a la chance pour la plupart ici aujourd'hui d'être en santé, mais il y a une chose qu'on sait, c'est qu'un jour ou l'autre, on risque d'avoir besoin de se rendre dans un hôpital. C'est que si on veut fonder une famille, ça va être pour accoucher, pour peut-être un enfant qui tombe malade, ou plus tard, en vieillissant, on risque de perdre notre autonomie ou ces choses-là. Puis ce qu'on souhaite tous avoir, c'est accès rapidement à des soins de santé de qualité. Puis, chez nous, l'hôpital est situé à La Sarre, puis l'hôpital le plus proche est à 90 km. Puis dans certains cas, il y a des villages pour qui la distance est 120 ou 150 km. Fait que c'est sûr que l'accès aux soins de santé, c'est quelque chose qui préoccupe évidemment une bonne partie de la population, parce que si on a réussi à amasser $1 million auprès de chefs d'entreprise, auprès d'individus, auprès d'organismes, c'est parce que ça préoccupe plusieurs personnes chez nous. Puis, au-delà de cette préoccupation-là personnelle, il y a aussi la préoccupation pour la communauté de ce qu'on souhaite à tout prix éviter, c'est la spirale de la dévitalisation. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre puis d'attractivité. Comment on fait pour attirer des jeunes familles ou des gens dans un milieu où on ne peut plus garantir l'accès à des soins de santé de qualité? Ça devient très difficile. Fait que, ce combat-là, c'est un petit peu un combat pour rester vivant, puis garder notre attractivité, puis garder un milieu qui est dynamique puis qui est vivant. Fait que c'est un peu ça, ce qui nous empêche, c'est on souhaite à tout prix préserver notre héritage, puis être encore là plus tard, puis offrir des milieux de vie qui sont intéressants pour les gens qui viennent s'établir chez nous. Merci, Éric. Je pense que le point que j'aurais envie d'apporter, là, parce qu'il y en a quand même plusieurs des enjeux, quand on a commencé, par exemple, on travaillait sur des projets hyper concrets en innovation, comme travailler avec un outil de télémédecine pour les transferts par ambulance. Fait qu'au lieu de faire une découverture d'hôpital pendant 5 heures parce que le médecin il a besoin d'embarquer dans une ambulance, bien, on arrivait à travailler sur un projet pour que finalement le médecin n'ait pas besoin d'y aller. Mais honnêtement, en ce moment, dans le système de santé, le personnel est épuisé. 70% des médecins présentent des troubles de dépression assez graves. C'est du jamais vu. Donc, comment mobiliser des professionnels de la santé sur travailler sur des enjeux comme un transfert par ambulance quand ils sont fatigués, qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas l'esprit à ça. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur des enjeux qui sont beaucoup plus humains que de déployer de la nouvelle technologie sur des enjeux. Fait que, j'ai pas de réponse à tout ça pour le moment, mais fait que ça c'est un des enjeux qui est difficile présentement. Voilà. Si on se rappelle qu'ici, un des buts du sommet, c'est de comprendre les besoins des porteurs de projets, de tenter de les outiller. J'aurais envie de vous demander, qu'est-ce que vous auriez aimé trouver sur votre chemin
de porteurs de projets, qu'est-ce qui vous a manqué ou qui vous manque encore comme accompagnement ou comme aide? Comment on peut vous aider? Est-ce qu'il y a des choses que vous identifiez? Tu sais, des fois, on va dire, ah, ben il n'y a pas d'argent, c'est compliqué, on n'en trouve pas. Mais des fois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu sais, j'entends Éric qui dit, ben oui, c'est beau le recrutement, là, c'est beau la séduction, mais après, comment on fait avec la rétention, le maintien, l'intégration, quand il y a l'immigration qui s'ajoute dans le portrait? Je pense, et c'est toi, Éric, qui nous disait, tu sais, nous, en Abitibi, on n'avait pas eu besoin de se référer de se tourner vers l'immigration avant. Donc, on n'a pas les infrastructures encore en place. Est-ce que ça, c'est un enjeu, tu sais, où vous avez besoin d'aide ou... Bien, c'est un enjeu. Tu sais, je dirais, tu sais, l'immigration, on avait commencé tu sais, comme on parlait, c'était quand même relativement nouveau, du moins pour l'Abitibi-Ouest. Tu sais, on voyait que c'était ailleurs, la pénurie de main-d'œuvre avait frappé un peu plus tôt. On avait commencé à réfléchir parce qu'on sentait que ça venait. On venait d'ailleurs, tu sais, de compléter tout le processus de consultation puis de plan d'action, mais tu sais, tout ça est un peu théorique. Je vous dirais, là, on est rapidement tombé un peu dans la pratique. Puis, dans le fond, l'aide, la chance qu'on a eue, entre guillemets, parce qu'un moment donné, on avait posé la question en pré-entrevue, là, parce qu'il a fallu un peu s'inspirer avant de venir ici. Là, si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on aurait souhaité avoir? Puis les porteurs du projet nous disaient, bien, on aurait souhaité avoir une baguette magique, on aurait voulu avoir 19 infirmières d'un coup qui arrivent de l'extérieur. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai demandé pourquoi 19, pourquoi pas 65, pourquoi pas 10. C'est que 20, c'est en état dedans, c'est d'un, c'est le même travail, 10 ou 20. En haut de 20, ça aurait été probablement mission impossible, puis on aurait probablement frappé un mur, puis en position d'échec, mais 20, ça frappe l'imaginaire, puis ça oblige un peu tout le monde à mettre l'épaule à la roue. Tu sais, quand on veut mobiliser la communauté, tu sais, quand tu lui présentes un défi qui est assez stimulant pour que tout le monde se sente interpellé, puis dire ils vont avoir besoin d'aide, tu sais, s'ils veulent réussir, ben, tu sais, 20, c'est un beau chiffre. Puis ça nous a donné l'occasion justement de tomber en mode solution puis en mode pratique. Puis probablement, tu sais, on est dedans, là, les gens vont faire les constats, puis il y a tout plein d'autres affaires qu'après quoi on va se dire, on y est arrivé, mais ça a été difficile. Tu sais, on va pouvoir faire les constats, puis on est convaincu que, tu sais, à travers cette expérience-là, on va pouvoir trouver les outils pour la prochaine vague de 20. Puis la prochaine vague de 20, il va en avoir une, elle arrive l'année prochaine. Tu sais, fait que, tu sais, bref, est-ce qu'on aurait voulu avoir plus d'aide? Tu sais, je pense que l'aide qu'on aurait eu de besoin, on l'a eu, tu sais, dans le sens où la communauté s'est vraiment mobilisée. Puis, tu sais, pour des gens qui travaillent en développement, tu sais, notre rôle, c'est de soutenir. Puis, tu sais, je vous dirais, on rêve à ce type de mobilisation-là. Tu sais, des fois, on y rêve, puis elle n'arrive pas. Cette fois-là, mais c'était... En même temps, c'est un coup très dur, mais ça nous fait réaliser que, justement, c'est peut-être dans les grandes épreuves où, justement, le sens de la communauté puis le sens de la solidarité peut s'exprimer. Je vais laisser... Oui, vas-y. Je répondrai aussi à ta question. Tu m'as demandé un petit moment de réflexion pour... moi, dans le fond, c'est donc cet enjeu-là, c'est sûr que c'est un enjeu qui concerne beaucoup les municipalités qui, d'après moi, doivent se mobiliser pour faire des changements. Donc, ben, ce n'est pas nécessairement évident parce que c'est un appareil qui est quand même un peu lourd. Présentement, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'à Danville, j'ai été sollicitée pour être sur un comité justement de planification stratégique où il y a beaucoup d'ouverture pour ces idées-là, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de priorités aussi dans une municipalité. Il y a toujours des urgences, il y a des feux à éteindre tout le temps. Fait que c'est sûr que c'est un processus qui est très long. Fait que c'est sûr que des fois, j'aimerais savoir une baguette magique. OK.
OK. La baguette magique. Et toi, qu'est-ce que ferait ta baguette magique, Jenny? Bien, nous, c'est drôle, on joue à la baguette magique beaucoup dans nos ateliers qu'on fait en atelier réflectif dans le Living Lab. Et l'été dernier, au moment où on avait une cour de stage qui commençait, dans les journaux, la veille était sortie qu'on allait avoir une fermeture de notre urgence pendant tout l'été, de 16 h au lendemain matin, 8 h, pendant notre grosse période touristique, qui s'annonçait être la plus grosse jamais vue en plus. Et donc, nous, le lab, on s'est mobilisés, on s'est dit, ben voyons donc, nous autres, avec les études qu'on a, c'est extrêmement grave, il y a des gens qui vont mourir de ça. Et donc, on est très virtuel parce qu'on est né pendant la pandémie, et là, on s'est mis à juste texter des gens qui pouvaient nous expliquer comment ils étaient arrivés à cette solution-là de fermer. Fait que finalement, tous les gestionnaires impliqués là-dedans se sont joints. Ils ont pris 2 heures pour nous expliquer la problématique, où on a posé des questions. Et on a joint les infirmières sur notre appel. Pendant une semaine, on a parlé à tout le monde pour vraiment essayer de s'imprégner de la problématique. Et ça l'a mené à aller poser dans les hôpitaux les questions aux infirmières. Si vous aviez une baguette magique, c'est quoi que vous feriez pour la situation? Et là, les infirmières, juste d'avoir quelqu'un qui vient les voir pour leur demander leur opinion, ils étaient émus, puis on dit juste ça pour nous, c'est guérissant, juste ça fait du bien. Et là, on a fait un rapport de tout ce qu'ils nous ont dit, et eux, après ça, ils se sont mobilisés, ils ont dit, c'est pas vrai qu'on va laisser fermer notre hôpital, et ils ont travaillé, ils ont demandé à leur gestionnaire, nous, on pense qu'on a la solution, pouvez-vous nous laisser la gestion des horaires? On va s'en occuper. Et ils se sont tous mobilisés, ils ont décidé de changer du 7 jours sur 7, 12 heures, des chiffres de 12 heures, et ils ont réussi à couvrir les 400 chiffres qui manquaient pour tenir les hôpitaux, l'hôpital ouvert. Et bon, c'est une solution qui est temporaire parce que c'est sûr que c'est une situation qui est quand même épuisante, mais on a parlé avec d'autres municipalités qui vivaient cette problématique-là. Et là, on a discuté des solutions que chez nous avaient été prises pour eux nous dire, ouais, mais nous, là, ce que vous vivez, là, bien, c'est pas comme ça chez nous parce que les infirmières qui travaillent chez nous ne vivent pas chez nous. Fait que pour eux, le sentiment de dire c'est pas vrai qu'on ne fermera pas notre hôpital parce que c'est ma mère, ma grand-mère, ma tante puis mes amis que je mets à risque. Fait que ça revient à dire que nos études sont aussi basées sur un certain Wooten, un spécialiste des milieux ruraux qui a dit quand vous avez étudié une urgence rurale, bien, vous avez vu une urgence rurale. Parce que toutes les urgences dans tous nos milieux ruraux sont extrêmement différents, et ont des enjeux différents parce que chaque humain, on est des petites communautés, puis c'est souvent des humains un peu particuliers, des forces fraîches qui vont créer des choses puis des dynamiques. Puis malheureusement, tu sais, d'avoir centralisé beaucoup de choses a un petit peu fait perdre cette créativité-là de chaque milieu. Donc, petite baguette magique, là, c'est de retrouver peut-être un petit peu de comment on dit? Quelqu'un va m'aider avec le bon mot. D'autonomie, merci. Ouf, une chance qu'on est une gang. Vive l'intelligence collective. J'aimerais ça maintenant qu'on parle un peu d'enjeux liés aux différentes générations en milieu rural. Comment, dans vos projets respectifs, ça touche particulièrement une ou plusieurs des générations? Comment vous voyez ça? Comment vous comptez intervenir là-dessus? Bien, dans la situation là que je présentais, les besoins, moi je parle souvent des plus vulnérables. C'est vrai que les enfants, il y a quand même des besoins, c'est pas tous les mêmes besoins que les personnes âgées, mais moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment les personnes vulnérables. Tu sais, que tu sois en marchette ou que tu cours puis tu es tout petit puis tu ne sais pas encore vraiment comment ça fonctionne, le trafic et tout ça, les enjeux ressemblent quand même. Merci.
Nous, on a testé quelque chose. Notre stage, dans le fond, c'est un prototype de stage. On est rendu à la cohorte 7 ou 8. On a une stagiaire, Gabrielle, qui est stagiaire en santé publique 8. Donc, à la 6e cohorte de prototype, on a essayé quelque chose. On a essayé le multigénérationnel et le multidisciplinaire. Donc, on avait des étudiants en médecine, des résidents en médecine, on avait des anciens maires, des anciens directeurs généraux d'hôpitaux ruraux, on avait des entrepreneurs en technologie, on avait des artistes, des chercheurs, bref, on était une vingtaine autour de la table à partager des idées. Et là, c'est vraiment le prototype où il y a eu le plus de eureka et le plus d'émotions. Je sais pas, je racontais à David tantôt justement là, qu'on a quelqu'un qui nous a écrit pendant le stage pour nous dire, personne dans les 70 avancés qui nous a dit je comprenais pas trop c'était quoi votre stage quand vous m'avez approché pour ça puis dans quoi je me lançais. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous m'avez sauvé la vie parce que j'avais l'impression que je ne servais plus à rien, je ne trouvais plus ma place dans la société comme retraitée et vous m'avez rattaché, vous m'avez redonné de l'espoir. Et cet homme-là a tellement participé, il a réussi à faire des liens avec des étudiants qui vivaient du harcèlement psychologique dans les universités, etc., qui ont réussi à lever des discussions avec des doyens et tout ça. Fait que c'est vraiment une force. Puis on travaille avec la santé publique de la capitale nationale sur un projet de rétablissement communautaire, comment on rétablit notre communauté suite à tout ce qui s'est passé depuis 2 ans. Mais rétablir une communauté, c'est pas comment on revient comme avant, c'est comment on est opportuniste et qu'on sert de cette situation-là pour faire quelque chose d'encore mieux que ce qu'on avait avant. Et là, on a une gang d'étudiants qui nous ont sorti des données un peu partout dans le monde et ils nous ont relevé le fait que la retraite, c'est un concept très nord-américain qu'on avait un peu inventé pour faire partir des gens à la retraite pour donner de l'ouvrage à tous nos baby-boomers qui arrivaient et qui n'avaient pas de travail. Et dans d'autres pays, comme les pays scandinaves, ça n'existe pas, la retraite. C'est une lenteur du travail tout le long d'une vie où tu reviens chez vous vers 16 heures, puis la culture de l'alimentation, puis de l'invitation, puis de la communauté. Et ces personnes-là ont moins de problématiques cognitives, restent en forme physiquement plus longtemps parce qu'ils restent sur le marché, puis ils restent actifs dans leur communauté, puis ils n'ont pas de perte de sens parce qu'ils continuent de travailler dans leur communauté. Donc, je pense que c'est aussi une solution au système de santé présentement parce que je me suis souvent fait dire par des infirmières, je suis maman, j'ai des patients à côté, puis on le sait que nos milieux ruraux fonctionnent parce qu'on a des gens qui font du bénévolat. Tous nos organismes communautaires fonctionnent avec du bénévolat, nos clubs de sport, etc. Mais une infirmière ou un docteur qui travaille 50, 60 heures semaine n'a pas le temps de s'investir dans leur communauté. C'est souvent des gens qu'on ne voit pas dans les communautés, puis ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas s'impliquer, c'est qu'ils n'ont pas cette place-là dans leur vie. Donc, je pense qu'il y a des modèles à reconstruire pour ramener des gens dans le système, mais on ne peut pas penser que ces gens-là vont travailler 40 heures semaine puis qu'ils vont avoir les mêmes tâches qu'ils avaient quand ils avaient 30 ans. Fait que, voilà, j'ai fait une longue courbe. Là, je vais faire le bout moins drôle. Il nous reste 6 minutes. Là, si vous avez un message important à passer, si vous avez un conseil à donner à un futur ou une future porteuse de projet, c'est le moment. Là. Je vous donne le micro, là, puis là, vous nous lancez quelque chose de clair. Bon, le message, il ne vient pas de moi, là, il vient de ceux qui l'ont vécu au quotidien. Là. Dans le fond, pour une mobilisation, dans le fond, il faut d'abord oser demander. On a parlé hier dans plusieurs ateliers d'avoir une vision claire, avoir un projet qui est clairement défini. De l'autre bout, une fois que ça est fait, il ne faut pas avoir peur de, quand on est convaincu qu'on a un bon projet entre les mains, il ne faut pas avoir peur de solliciter les gens puis de leur demander leur contribution. Puis ce que les gens me disaient, c'est pas juste demander la contribution des gens, c'est pas juste de mettre un post sur Facebook, dire on veut vous voir ou on veut avoir votre aide. C'est de prendre le téléphone ou c'est d'aller rencontrer directement la personne puis de dire j'ai un projet puis j'ai besoin de toi, de ta contribution de telle façon ou de telle façon.
Puis, tu sais, les jeunes de la Grande Séduction étaient très surpris, tu sais, d'aller cogner à la porte de certains entrepreneurs, de leur demander de l'argent, puis de ressortir de là avec un chèque puis un merci. Il dit, c'est moi qui ai rentré puis demandé de l'argent, mais c'est moi qui ai reçu le merci. Fait que ce qui nous disait la plus grande leçon, c'est justement, il ne faut pas avoir peur, tu sais, quand on est convaincu qu'on a un bon projet entre les mains, d'aller rencontrer les gens puis de demander leur aide. Merci. C'est le bout qu'on aime un peu moins des fois, hein, comme porteur de projet, mais il est à faire. Vous autres, vous en avez tout un bon, hein, qui s'occupe de ça. En tout cas, on pourrait demander des cours dans une prochaine activité. Merci, Éric. Bien, ça ressemble un peu, là, mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est croyez en vos rêves. Là, tu sais, j'ai souvent participé à des projets qu'on disait que ouais, mais non, mais ça ne marchera pas. Mais quand on y croit, ça marche. Puis des fois, c'est plus long, puis c'est normal, il y a des étapes, là, mais il ne faut pas lâcher le morceau. Merci. Quand tu parlais de cri du cœur, là, j'ai l'impression que tu voulais peut-être comme que ça l'amène à la réflexion ou à ce qui nous amène des solutions par la suite, ou... Ce qui vous montre, ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie d'amener les gens à vous aider à faire. Vous en êtes où dans ça? Tu sais, parce que j'ai entendu des porteurs de projets hier dire « j'étais découragée par moments, je me sentais tout seul. » Puis depuis 2 jours, on entend « je me sens moins seul. » Qu'est-ce que vous avez envie de leur laisser comme message au futur? Tu sais, on veut être réaliste, on ne veut pas masquer la réalité, mais on ne veut pas détruire les rêves non plus. Hein? On a besoin de porteurs de projets, là. Bien, tellement. Puis, nous autres, dans notre projet, on a plein de belles réussites, mais souvent, on a tendance à voir ce qu'on n'a pas encore réussi à faire. Puis, je pense que juste d'être dans la réflexion, dans la discussion, puis dans l'ouverture, juste ça change le monde, tu sais. Puis, je trouve que des fois, on est trop loin de ça comme porteur de projet, mais il faut se ramener à ça. Puis, tu sais, j'en profite pendant que j'ai le micro, là. Tu sais, on a David, là, tu sais, qui a créé ça aujourd'hui avec son équipe, mais tu sais, c'est ça que j'ai entendu depuis 2 jours. C'est du monde qui vivent des choses similaires et qui n'ont pas souvent la chance d'être à côté de plein de personnes comme ça qui ont la fougue intérieure, la rage, la colère de transformation que ça prend des fois pour amener du changement. Puis là, on est tous ensemble, puis je trouve que ça vaut de l'or, sérieusement, d'avoir créé ça. Fait que merci beaucoup d'avoir déployé ces énergies-là pour qu'on se retrouve, puis qu'on se souvienne à quel point c'est important de sortir de chez nous, puis de réseauter, puis de communiquer, puis de poser des questions pour les projets des autres. C'est vraiment inspirant. Merci. Si j'ai le droit d'ajouter quelque chose, parce que ça m'amène à quelque... Bien sûr, je te le donne. Merci. Parce que dans le fond, j'ai le goût de dire merci aux Forces fraîches, mais pour quelque chose de particulier. Tu sais, souvent, on voit juste les entrepreneurs d'un côté, on voit juste l'économie sociale de l'autre. Là, c'est vraiment les deux, puis moi, je trouve que c'est tellement ça. On fait souvent une dichotomie qui, d'après moi, n'a pas lieu d'être. Je veux dire, moi, dans la vie, j'ai ma business et je suis fondatrice aussi dans nos BNL, mais pour les deux, je travaille de la même façon. C'est juste qu'au BNL, tu consultes d'autres personnes, alors que dans ma business, je fais ce que je veux. J'ai juste à répondre à moi-même, mais dans le fond... Dans les deux, ce qu'on veut, c'est rendre un service, faire des réalisations, puis s'en sortir financièrement. Je veux dire, que je sois femme d'affaires ou au BNL, le but, c'est pas d'engranger de l'argent dans une banque, là, c'est de rendre un service puis d'être capable d'en vivre ou d'avoir une certaine pérennité comme organisme ou comme entrepreneur. Merci, Hildegunde. On arrive à la fin. Moi, j'ai envie de vous dire que comme individu, comme organisation, comme gouvernement, comme contributeur, on frappe tous un jour un mur. À n'importe quel moment de la vie, on peut frapper un mur. Ce mur-là, c'est la limite de notre capacité à réfléchir ou à agir seul. Puis là, ce qu'on voit depuis 2 jours, c'est des gens qui se mettent ensemble, hein, dans les ateliers d'intelligence collective,
qui ne sont pas usuellement ensemble, mais qui, ensemble, vont faire la différence puis vont amener la réflexion ailleurs que là où elle va spontanément. Ce qui nous amène à ce bel atelier d'intelligence collective qui est présenté par Abitibi-Ouest. Alors, s'il vous plaît, ne vous enfuyez pas. Appelez vos amis et garnissez les tables qui sont derrière. Et je vais passer le micro à David, qui va se charger d'animer. Merci, une bonne main d'applaudissements. C'était une très belle discussion. Merci beaucoup aux invités.